Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir choisi de participer au webinaire ce midi. Moi, c'est Maxime Sasseville. Je suis l'animateur du webinaire. Je suis également stagiaire postdoctoral au Centre de recherche Vitam en santé durable et à l'Université Laval. C'est moi qui va animer aujourd'hui et animer aussi la période de questions après la présentation. Donc, aujourd'hui, le titre du webinaire, c'est Amélioration continue de la qualité, recherche et système de santé apprenant, un possible ménage à trois. Et on a l'honneur de recevoir aujourd'hui professeur Isabelle Gaboury, qui est professeure agrégée et chercheur boursier junior 2 du FRQS au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Elle s'est surtout fait connaître pour ses travaux sur la collaboration interprofessionnelle et maintenant sa programmation de recherche porte sur des continuums de soins où les professionnels de la santé de première ligne sont impliqués, notamment à travers le développement et l'amélioration des modèles d'intervention pour favoriser la collaboration interprofessionnelle. À ce titre, elle a développé un grand intérêt pour faciliter l'accompagnement au changement dans les équipes de soins de santé. Donc, avant de passer la parole à professeur Gaboury, je vous rappelle un peu le fonctionnement. Donc, la présentation durera aux alentours d'une quarantaine de minutes. Durant la présentation, vous pouvez soumettre des questions par écrit dans l'onglet « Questions » de la plateforme webinaire. Lorsque ça sera terminé, nous aurons une période de questions d'environ une vingtaine de minutes où vous pourrez, si vous le désirez, en plus d'émettre des questions par écrit, lever la main pour pouvoir poser directement vos questions à professeur Gaboury. Donc, je laisse la parole à Isabelle Gaboury pour la présentation. Merci Maxime. Donc, une autre étape. En principe, tout devrait être bon pour la présentation. Donc, merci Maxime, merci au Réseau 1 de me donner la possibilité de partager mes idées, mes travaux avec la communauté en première ligne. Donc, on va y aller tout de suite avec, bon, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer pour la présentation, mais je voulais vous refaire un petit clin d'œil pour vous expliquer un petit peu mon parcours en recherche puis en amélioration continue de la qualité. Donc, j'ai commencé ma carrière en recherche en tant que biostatisticienne puis méthodologue. Donc, le continuum ACQ, amélioration continue de la qualité, recherche, je l'ai d'abord vécu du côté de la recherche. Puis, par la suite, c'est ça, mon passage en tant que professeur au département de médecine de famille, médecine d'urgence. Puis, il y a 5-6 ans, j'ai commencé à m'intéresser davantage à l'amélioration continue de la qualité parce que, justement, les outils que j'avais entre les mains en tant que chercheur ne me permettaient pas d'avoir un impact aussi profond que je l'aurais voulu sur le terrain. Et donc, je me suis vraiment intéressée à l'amélioration continue de la qualité. Puis, tout récemment, j'ai même finalisé ma formation en tant que coach à l'Institute of Health Improvement, IHI, aux États-Unis. Donc, j'ai vraiment un intérêt pour combiner les deux paradigmes sur le continuum. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, on va justement regarder le continuum puis le positionner, en fait, les deux ancrages, donc d'amélioration continue de la qualité puis la recherche. Puis, on va voir comment ça peut s'insérer dans un concept de système de santé apprenant. On va passer à travers certains exemples, justement, pour vous montrer comment on peut faire le passage de l'ACQ vers la recherche et vice-versa. Puis, finalement, on va discuter des enjeux et des leviers dans un continuum d'ACQ puis de recherche, le tout dans le concept de système de santé apprenant. Donc, le contexte, ce qu'on retrouve dans la littérature, puis il commence à avoir quand même des écrits qui se multiplient là, sur le sujet. Donc, les similarités entre l'amélioration continue de la qualité et la recherche. Souvent, les auteurs tentent de les dichotomiser pour peut-être essayer d'éclaircir l'un et l'autre des concepts, mais l'idée, c'est justement de les réconcilier puis de voir comment on peut mieux les assembler dans un continuum. Souvent, malheureusement, l'amélioration continue, c'est perçu comme de la recherche appliquée, donc ça peut peut-être porter à confusion. Puis dans le contexte aussi, il faut considérer le fait que de plus en plus, on reçoit de la pression, ne serait-ce que
les chercheurs ont cette pression-là, mais les cliniciens aussi, pression pour mesurer ce qui nous entoure. Donc, on nous martèle l'importance de la médecine basée sur les données probantes, la reddition de comptes, la performance aussi. Donc, on est constamment contraint à devoir performer, à devoir être mesuré, évalué. Ça peut porter à confusion aussi, puis nous faire dévier un peu de notre route. Puis finalement, ben, je pense qu'il n'y a pas de secret pour personne, là. Les résultats de la recherche percolent parfois ou souvent même difficilement dans le milieu clinique. Donc, tout ça fait en sorte, là, c'est la tempête parfaite pour se retrouver avec beaucoup d'entre nous qui ont apporté plusieurs chapeaux. Donc, que ce soit des cliniciens avec un intérêt pour la recherche ou même on pense à nos agents d'amélioration continue de la qualité. Les patrons aussi qui doivent enseigner aux résidents se retrouvent souvent avec différents chapeaux à porter, puis peut-être parfois se retrouvent un peu déstabilisés devant le continuum amélioration continue de la qualité et recherche. Puis pour mettre ça un peu en image, je vous montre ici un peu un constat de où on est, puis ce qu'on aimerait recréer. Puis vous allez voir que c'est une image qu'on va retravailler vers la fin de la présentation, mais c'est vraiment, ça présente le contexte organisationnel dans lequel on se trouve. Donc, on a la science qui va produire des évidences qui, elle, on l'espère, va avoir un impact sur le terrain qui est animé par les patients, les communautés, puis les cliniciens. Mais on le voit que entre chacune des bulles, on a des pertes, on a des opportunités qui sont manquées. Puis parfois, on peut avoir des conséquences plus ou moins fâcheuses aussi pour les patients, pour les professionnels. Puis justement, d'un point de vue plus organisationnel, ça peut être quoi ces conséquences fâcheuses-là? Ben, souvent, en fait, le but, c'est d'avoir, on s'entend, un impact sur les soins puis les services, puis préserver la pertinence de nos efforts pour changer le système, pour améliorer le système. Donc, il faut savoir mettre en place les conditions gagnantes pour justement faciliter le mouvement sur le continuum amélioration continue de la qualité, puis recherche. Puis, en fait, vous allez voir, c'est le message que je martèle régulièrement dans ma présentation. Donc, assurer le mouvement entre les deux ancrages, puis bien se positionner pour éviter la perte d'efficacité dans nos actions. Donc, comment on peut avoir un impact solide sur le terrain. Si on ne se pose pas la question devant une problématique, c'est quoi mon meilleur véhicule? Où est-ce que je devrais me positionner sur le continuum amélioration continue, recherche? Bien, ça peut avoir certaines conséquences. Donc, entre autres, une atteinte des standards de qualité qui est menacée, que ce soit pour la réalisation d'activités d'amélioration continue de la qualité ou de recherche. Parfois, ça peut faire en sorte aussi qu'on peut avoir de la difficulté à publier nos résultats. Ça peut créer aussi de la confusion auprès des apprenants qui parfois se retrouvent plus ou moins dans ce continuum-là, puis peuvent essayer d'amadouer un peu les deux ancrages pour trouver le meilleur des deux mondes, alors que ça nous amène justement à une perte de qualité de l'initiative qui est mise en place. Un gaspillage des ressources. Trop souvent, on voit des gens qui vont tenter pour en arriver à un petit changement local. Puis je parle de petits changements, mais je parle surtout de la taille là, où le changement est amené, mais parfois un petit changement local peut faire une grande différence dans la vie des gens, mais et qui vont s'y prendre de la mauvaise façon. Donc, ils vont peut-être prendre justement la voie de la recherche pour faire un changement local. Et là, bon, on sait, la recherche, c'est long, ça prend du temps, ça prend quand même beaucoup de ressources. Et les collègues, au bout du compte, vont se sentir un peu essoufflés à la fin ou vont perdre un peu confiance dans ces moyens-là, alors qu'on aurait pu prendre la voie de l'amélioration continue de la qualité avec des petits cycles simples, puis on va voir de quoi ça en retourne tout à l'heure, pour atteindre notre objectif. Puis finalement, ben, on vient de le voir là, parfois, si on ne s'y prend pas exactement de la bonne façon, on va peut-être entraîner aucun ou même peu de changements sur le terrain. Donc, les collègues, les patients et même les gens sur lesquels reposent les activités ou les initiatives de changement vont se trouver un peu en perte de motivation puis d'intérêt. Donc, nos protagonistes aujourd'hui, alors on a notre continuum ACQ recherche et ce qu'on veut assurer un mouvement entre ces deux ancrages-là. 4 petits
petites bulles bleues, je vais y revenir, c'est nos acteurs de soutien. On va les revoir un peu plus tard dans la présentation. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de faire un survol des considérations pratico-pratiques pour naviguer ce continuum-là. Et aussi un peu comme une bonne partie d'échec, parce que je pense que une partie de notre agilité à fonctionner sur le continuum va être de prévoir ou de même planifier notre prochain coup. On va y revenir. Puis, je vais terminer la réflexion avec la présentation, pardon, avec des réflexions peut-être un peu plus théoriques sur les facteurs et les structures qui peuvent nous aider à incarner ce continuum-là dans un système de santé apprenant. Donc, notre premier protagoniste, qui est peut-être un peu moins connu ou parfois méconnu, qu'est-ce que l'amélioration continue de la qualité? Donc, dans la littérature, on retrouve différentes définitions de l'amélioration continue de la qualité, puis ça témoigne beaucoup des origines des secteurs manufacturiers ou industriels. Donc, ça vient vraiment de ce monde-là, l'amélioration continue de la qualité. Puis, ça a été repris par les systèmes de soins de santé ou dans le domaine de la recherche des soins de santé à partir des années 90. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on va voir justement une adaptation des principes pour le domaine de la santé. Donc, au-delà du fait qu'il existe plusieurs définitions, je retiens et j'apprécie beaucoup celle de Robinstein en 2014 qui ont fait une revue de la littérature puis qui ont fait ressortir les 3 points clés de la définition de l'amélioration continue de la qualité. Puis pourquoi je l'apprécie? Parce qu'elle a l'avantage d'être opérationnelle. Et elle a l'avantage de mettre l'emphase, puis ça, c'est un facteur positif de parler la langue de Molière, c'est qu'on a amélioration continue de la qualité, tandis qu'en anglais, on va parler de quality improvement, et il n'y aura peut-être pas la notion itérative et peut-être pas aussi bien entendue dans l'expression anglophone que francophone. Donc, on va prendre nos avantages là où on peut. Alors, c'est quoi les 3 points de la définition de Robinstein? Bien, l'amélioration continue de la qualité, ce sont des activités systématiques qui sont guidées par les données et qui vont nous amener dans un processus itératif, j'en parlais tout à l'heure, de développement puis de test de stratégie. Qu'est-ce qu'on entend par une stratégie? Donc, un exemple très, très, très concret, mise en place d'un rappel personnalisé pour diminuer les no-shows dans une clinique. Donc, supposons je reçois un texto pour me rappeler que j'ai un rendez-vous demain et de ne pas l'oublier. Donc, ça, ce serait la stratégie, envoyer un texto pour diminuer les no-shows. C'est ma problématique, c'est ce que j'essaie de solutionner. Et le troisième élément de la définition, c'est de tenir compte du contexte local. Et là, ce qui est intéressant de revenir, de retenir là-dessus, c'est que le contexte local, ça peut être aussi petit qu'une équipe de cliniciens et ça peut aller à la clinique, à une région, on pense à un CIS, à un RUIS, même à la province au complet. Donc, le contexte local, il peut bouger et il pourra aussi, bon, c'est ça, donc grandir, ou on pourrait situer notre changement aussi à un niveau X si c'est le processus qu'on souhaite régler. Des exemples d'approches qui vont nous amener en amélioration continue de la qualité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Lean Santé, du Six Sigma, du Model for Improvement, justement, de IHI. Donc, ce sont tous des philosophies qui vont quand même assez avoir des racines très, très, très communes là, pour favoriser le changement dans nos milieux. Le mot d'ordre en amélioration continue de la qualité, échouer souvent puis rapidement, ce qui est assez contraire à la recherche quand on y pense. En recherche, on veut surtout pas échouer, puis on veut surtout pas reprendre la même chose plusieurs fois. On veut idéalement arriver à la bonne réponse ou trouver réponse à nos questions du premier coup. Donc, ce qu'on retient, c'est que la Sécu va être basée sur des cycles courts, puis je vais expliquer un peu ce que j'entends dans quelques minutes, et un processus qui peut être plus ou moins long. Donc, ce que j'entends par processus, c'est le fait de répéter les cycles, donc d'entrer dans une approche itérative un nombre de fois plus ou moins petit, dépendamment de la complexité de la problématique qui nous intéresse. Et là, il faut garder comme guide
Un cycle court, qu'est-ce qu'on entend par cycle court? Ben, c'est une mesure soit à la journée, soit à la semaine, peut-être au mois. Mais si vous êtes rendu à mesurer votre changement à tous les trimestres ou à chaque année, peut-être qu'il faut repenser soit la question de recherche ou l'objectif d'amélioration continue de la qualité, revoir peut-être que vous n'avez pas exactement la bonne façon d'approcher le changement. Ou tout simplement parce qu'il pourrait y avoir d'autres indicateurs en place qui pourraient être beaucoup plus collés. Parce que l'idée aussi, c'est de suivre le changement et de l'adapter en fonction de nos échecs ou de nos réussites de l'implantation de la stratégie. Puis pourquoi le trimestre ou l'année, c'est peut-être pas une bonne idée si votre indicateur est à ce niveau-là, ben c'est justement parce que vous pourrez peut-être avoir de la difficulté à associer la stratégie au changement parce que dans le cours de 3 mois ou d'une année, il peut y avoir beaucoup d'autres choses autres que votre stratégie qui peut venir expliquer pourquoi les choses ont changé ou pas. Petit rappel avant d'aller à un exemple très concret et qui fait partie de notre quotidien, les phases d'un projet d'ACQ. Donc, dans un premier temps, on va identifier le problème, qu'est-ce qu'on veut changer. Donc, si on parle tantôt l'exemple des no-shows, les gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Ensuite, définir un objectif. Donc, on veut faire diminuer les no-shows. Par la suite, on va entrer dans une suite itérative. Donc, il est là le cycle. Développer une première version de la stratégie. On parlait tantôt d'un rappel personnalisé, par exemple. Ensuite, on va sélectionner des indicateurs qui vont nous permettre de monitorer quel est l'état de la situation suite à l'implantation de la stratégie. On va aller collecter des données puis on va les interpréter de manière itérative, donc dans le cycle. Et on va implanter éventuellement le changement à plus large échelle si notre stratégie a eu un certain succès. Et les étapes 3, 4, 5, 6 vont se répéter jusqu'à ce qu'on arrive à avoir atteint notre objectif, que ce soit au sein de notre équipe clinique, au sein de notre clinique ou au sein de notre CIS, si c'est là qu'on veut installer le changement. Le but d'un projet de recherche, c'est de modifier un processus puis de pérenniser le changement. Donc, et pérenniser le changement, souvent, malheureusement, cette étape-là est oubliée dans le processus d'amélioration continue de la qualité. Donc, on veut non seulement que le changement s'incarne, mais qu'il persiste dans le temps. Et récemment, il y a eu une équipe en Ontario qui a publié justement que je crois que c'était autour de 40% des activités d'amélioration continue de la qualité qui avaient réussi à pérenniser le changement qu'ils avaient pourtant atteint dans leur projet. Si vous avez la dent creuse encore pour un exemple très concret de c'est quoi l'amélioration continue de la qualité, je vais vous donner un exemple très 2019, on s'entend, donc, si on se donne comme idée que notre objectif, c'est de se rendre au travail en minimisant notre temps dans la voiture. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas vécu ça, mais je vous rappelle le bon vieux temps. Donc, on se met en situation et on va passer ensemble à travers les étapes cycliques, justement, du processus d'amélioration continue de la qualité. Donc, vous embarquez dans votre voiture, vous ouvrez la radio, vous entendez qu'il y a un accident sur le pont ou vous constatez qu'il y a une tempête. Donc, vous allez vous faire une stratégie pour vous rendre au travail en minimisant votre temps. Donc, ça, c'est le P, la planification, l'élaboration de la stratégie. Ensuite, justement, vous allez, à partir des informations que vous recueillez, vous allez développer votre plan. Donc, je dois me rendre au travail, je vais éviter l'accident ou je vais pas faire exprès pour aller me retrouver sur une grande voie qui est habituellement congestionnée comme c'est un matin de tempête. Donc, vous allez déterminer votre stratégie. Par la suite, vous allez mesurer les résultats attendus, donc constater le temps qui s'est écoulé entre votre départ de la maison et votre arrivée au travail. Et par la suite, on n'est peut-être pas conscient, là, mais on va ajuster notre stratégie. Donc, on va se dire, OK, ben, la prochaine fois qu'il y a une tempête de neige, je vais éviter cette section-là pour essayer de minimiser mon temps ou non, vraiment, ce matin, j'ai eu vraiment un bon chrono, puis je vais reprendre cette stratégie-là. Et là, vous voyez que la boucle se referme. Donc, le lendemain matin, vous allez considérer ce qui est arrivé la veille pour pouvoir repasser à travers les 4 étapes que je viens d'annoncer.
L'idée, c'est qu'en faisant l'exercice à plusieurs reprises, vous allez développer une stratégie qui est robuste, qui va vous permettre d'éviter les écueils, puis qui va faire en sorte d'éviter d'allonger votre temps pour vous rendre au travail. Donc, théoriquement, vous venez de vivre les 4 étapes. Vous vous rendez compte qu'à chaque matin, probablement, ou en fait en 2019, à chaque matin, vous viviez les 4 étapes du cycle d'amélioration qu'on appelle aussi PDCA, PDSA, PREA. Donc, il y a un paquet de synonymes. Le P et le A restent assez stables, mais tout ça, c'est simplement parce qu'on a modifié le verbe, mais l'idée reste la même. Donc, dans un premier temps, on planifie en se basant sur des données puis en se basant sur de l'information qu'on a soit via notre expérience ou via les évidences dans la littérature aussi. Par la suite, on va développer un plan d'action. Ensuite, on va le contrôler ou le S vient de study en anglais. Donc, on va utiliser des données pour pouvoir apprécier si notre objectif est atteint. Et par la suite, on va soit retester la stratégie parce qu'elle a fonctionné, mais à plus grande échelle, ou sinon, on va apporter un ajustement, donc modifier notre stratégie pour le cycle suivant. Puis dans la littérature, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'en moyenne, pour un changement peu complexe, on a besoin d'environ 5 à 6 cycles pour arriver à une certaine stabilité de notre stratégie. Par où on commence? Donc, à partir du moment où on sait qu'on a une problématique, on a choisi notre première stratégie, on veut savoir, et là, je vous ai parlé un peu depuis le début de la présentation d'échelle, équipe clinique, etc. Par où on commence? Donc, est-ce qu'on commence est-ce qu'on implante le changement dans toute notre équipe ou on commence à très, très petite échelle? Donc, très petite échelle en amélioration continue de la qualité, là, ça prend vraiment tout son sens. On parle de un clinicien, un patient, une condition et on teste la stratégie avec ce petit trio-là. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à choisir notre niveau pour commencer nos cycles d'amélioration continue de la qualité? Bien, tout d'abord, il y aura le niveau de conviction. Le niveau de conviction par rapport à la stratégie, c'est à quel point on sait que la stratégie a déjà fonctionné dans un autre milieu. Est-ce qu'on a des évidences? Est-ce qu'on a une expérience? Ou est-ce qu'on est en train de tester quelque chose de complètement nouveau? Là, on a pensé en dehors de la boîte puis on essaie de modifier notre problème par rapport à ça. Ensuite, on va tenir compte aussi des conséquences qui seraient liées à un changement qui ne se traduirait pas par une amélioration. Donc, est-ce qu'on change, par exemple, notre processus de prise de rendez-vous? Si notre stratégie de changement de processus de prise de rendez-vous fonctionne pas, ça peut apporter pas mal de confusion dans notre clinique. Alors, on veut pas créer de la confusion, on veut pas créer de la frustration. Donc, si on est face à une stratégie qui est tout à fait nouvelle, on va y aller à très, très petite échelle. Puis, on va tenir compte aussi du niveau de résistance au changement. Donc, à quel point en amélioration continue de la qualité ou en fait le Model for Improvement du IHI met beaucoup l'emphase sur la résistance au changement parce que l'amélioration, c'est 20 de clinique puis 80 du côté humain dont il faut tenir compte. Alors, c'est quand même non négligeable. Et donc, je vous montre là des exemples un peu de faible conviction. Donc, je vous ai parlé de la nouvelle idée. Lorsque les collègues ne sont pas convaincus, lorsqu'il faut faire un changement dans l'organisation du travail, on va considérer ça comme un niveau de faible conviction. Puis, au fur et à mesure que vous allez faire vos cycles, vous allez augmenter le niveau de conviction en comprenant un peu mieux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous allez aussi augmenter la compréhension du système que vous êtes en train de modifier et puis vous allez augmenter la maturité de votre stratégie pour qu'elle puisse éventuellement peut-être être transférée ailleurs, dans un autre milieu ou à plus grande échelle. Et je vous montre ici un petit tableau qui pourrait vous aider justement à bien choisir le point de départ et vous voyez les trois considérations. Donc, la conviction ou le niveau d'évidence qu'on possède sur la stratégie qu'on est en train de mettre en place, les conséquences que le changement pourrait avoir et le niveau d'engagement ou le niveau de résistance que vous vivez par rapport à l'implantation de cette stratégie-là. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va faire les cycles,
notre conviction va augmenter, souvent notre engagement ou notre résistance. Donc, l'engagement va augmenter, la résistance va diminuer. Et d'un cycle à l'autre, vous allez pouvoir arriver éventuellement à une très grande échelle d'implantation de votre stratégie, avec une stratégie qui va être robuste aussi parce que vous allez l'avoir testée. Si on se ramène à notre fameux continuum, je vous ai parlé de créer du mouvement puis de bien choisir sa position dans le continuum. Donc, je reprends mon tableau d'amélioration continue de la qualité. Et là, on peut voir, puis ici, là, c'est vraiment les points de rencontre entre la sécu et la recherche. Quand est-ce qu'on peut passer d'un côté comme de l'autre dans le continuum? Donc, vous voyez que la recherche pourrait entrer justement pour venir servir de base à savoir quel est notre niveau de conviction, quel est notre niveau d'évidence par rapport à l'implantation d'une stratégie dans un milieu clinique, par exemple. Et là où justement la Sécu va peut-être servir de tremplin à un autre projet de recherche, à un projet d'implantation ou à la mise à l'échelle d'une stratégie, ça va probablement être plus vers le coin inférieur droit de l'amélioration continue de la qualité. Donc, je vous disais tout à l'heure, la stratégie est mature, la stratégie est rendue assez robuste pour pouvoir être implantée dans un plus grand milieu. Donc, c'est exactement là où on peut avoir le passage. Si on le raccroche davantage à notre idée de naviguer le continuum, puis où se positionner. Ah oui, puis j'oubliais de dire aussi dans le tableau tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de point d'entrée précis. Donc, il n'y a pas une étape recherche, ensuite à sécu, ensuite on retourne en recherche, ou etc. On peut embarquer dans le continuum au moment qui est en fait, ce qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Puis rappelez-vous aussi de toujours, en bon joueur d'échecs, de toujours prévoir ou en tout cas être ouvert à faire un passage de l'autre côté du continuum. Donc justement, comment on va le naviguer, ce continuum-là, ou comment on va prévoir notre prochain coup? Bien, il faut voir les données qui sont issues de l'amélioration continue de la qualité comme étant des potentiels pour générer des hypothèses dans un projet de recherche. Donc, essayez peut-être à partir d'un projet d'ACQ de comprendre l'efficacité de deux stratégies. Donc, quand on parle de tester l'efficacité, on pense un peu plus projet de recherche. Quand on cherche à savoir qui va bénéficier le plus, quand on cherche à comprendre le ratio coût-efficacité ou bien maintien du changement, on est un peu plus du côté recherche du continuum. Par la suite, on pourrait évaluer autre chose que le changement. Et là, peut-être qu'on va le faire davantage sous le couvert d'un projet de recherche que sous le couvert d'une initiative d'amélioration continue de qualité. Comprendre aussi comment on peut mieux implanter l'intervention, comprendre les barrières, comprendre la résistance des acteurs va se faire un peu plus du côté de la recherche que de l'amélioration continue de la qualité. Puis après aussi, on peut tenir compte des changements qui sont nécessaires, de qu'est-ce qu'on dispose. Est-ce qu'on dispose de beaucoup de temps? Quelles sont nos ambitions aussi? Est-ce que c'est de changer quelque chose à la grandeur de la province ou c'est changer quelque chose dans mon équipe de travail? Ensuite, est-ce que la sécurité des patients est mise en jeu? Donc, si on parle d'un haut niveau de risque, on va peut-être y aller un peu plus en amélioration continue de la qualité jusqu'à temps que notre stratégie ait suffisamment pris de la maturité. Puis, ça dépend aussi de l'objet de changement. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à changer? Est-ce qu'on cherche à changer quelque chose au niveau de la province? Est-ce qu'on essaie de balancer un nouveau cadre de référence, par exemple, dans la province pour la gestion des GMF? Ou est-ce qu'on cherche à améliorer une petite procédure qui est faite au jour le jour dans les cliniques? J'arrive justement à un exemple concret qui me touche puis qui m'anime depuis quelques années, donc qui est l'exemple de l'accès adapté puis même accès adapté interprofessionnel. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec le concept, l'accès adapté, c'est basé sur 5 piliers. La planification de la demande, c'est vraiment un système pour pouvoir assurer un plus grand accès aux patients dans des cliniques médicales. Donc, planification de la demande, donc prévoir à l'avance combien de patients ont besoin de me voir en tant que clinicien. Ensuite, ajustement régulier, donc comment je m'ajuste à la fluctuation de la demande. Ça tient compte aussi du système de rendez-vous, de la collaboration interprofessionnelle, comment on peut agir en équipe pour offrir un meilleur accès aux patients selon ses besoins, puis au bon moment aussi. Donc, s'il y a besoin d'être vu de manière urgente, qu'il soit vu de manière urgente. Sinon, ça peut peut-être attendre un peu dans l'agenda.
et basé aussi sur la communication avec les patients, communication entre la clinique pour vraiment en faire une initiative d'équipe, de collaboration. J'ai eu la chance de travailler très étroitement avec ma collègue, Mylène Breton, qui, elle, avait donc apporté, on commence dans l'exemple sur la recherche. Donc, elle avait une grande connaissance de l'accès adapté. Elles avaient fait plusieurs travaux qui nous donnaient un portrait de l'accès adapté. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de variations entre les cliniques sur l'implantation de l'accès adapté et aussi même entre les professionnels d'une même clinique. On savait aussi que l'accès adapté avait été peu implanté chez les acteurs autres que les médecins, les secrétaires, un peu les infirmières, mais les autres professionnels qui travaillent en première ligne avaient très peu été touchés par ce modèle-là. Et de mon côté, j'arrivais avec une connaissance des pratiques de collaboration interprofessionnelle en première ligne. Donc, on a eu l'idée justement devant ce constat-là que malheureusement, le modèle avait pas suffisamment bien percolé les milieux cliniques, puis pas suffisamment bien percolé chez les professionnels autres que les médecins et les secrétaires, de mettre en place un projet d'amélioration continue de la qualité. Il y a un petit astérix à côté, donc là, on est rendu à la deuxième case, parce qu'on a fait ce projet-là sous le couvert d'un projet de recherche pour se permettre de générer des connaissances sur l'accompagnement justement des cliniques dans un processus d'amélioration continue de la qualité, mais restez avec moi sur l'exemple de la Sécu. Donc, le projet nous a permis d'accompagner 5 GMF, GMFU pour améliorer l'accès adapté des médecins qui fonctionnaient déjà sous ce modèle-là et d'inclure aussi les autres professionnels en première ligne, donc d'inclure le concept d'accès adapté chez ces autres professionnels-là. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple très, très précis puis très parlant à mon avis sur les cycles. Et éventuellement, et là, il y a le petit point d'interrogation parce que tout ça est dans les boîtes, mais pas encore incarné. Donc, l'idée, ce serait de refaire un passage de l'autre côté du continuum pour pouvoir permettre l'implantation à plus grande échelle, de mieux comprendre les pratiques d'accompagnement en amélioration continue de la qualité, puis de voir les impacts de l'accès adapté. Ici, je fais une petite réflexion sur ce qui nous a aidé à faire le passage entre la recherche et l'amélioration continue de la qualité. Donc, je vous en ai parlé, on avait accès à des données probantes qui montraient l'efficacité du modèle. Il y avait un grand désir du ministère d'intensifier l'accès adapté. Donc, ça augmentait la conviction dans le milieu. Par contre, la conviction était variable entre les professionnels de santé, puis ça requérait une réorganisation du travail parce que on mettait à partie des professionnels qui n'avaient jamais travaillé en accès adapté avant. Donc, on commençait avec probablement, le niveau de conviction était quand même pas très élevé. Ensuite, ce qui nous a permis, ou en fait, ce qui va pouvoir nous permettre de repasser de l'amélioration continue de la qualité à la recherche, c'est parce qu'on a pris conscience que pour bien implanter l'accès adapté, il ne fallait pas rester nécessairement juste au sein du GMF, mais parfois, on a des interactions à faire avec les partenaires. On s'est rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas modifier la pratique d'accès adapté juste au niveau d'un individu, mais bien de la clinique au complet. Et on a constaté aussi qu'on a un manque d'indicateurs de qualité de l'accès adapté, puis que le concept est encore très hétérogène, qu'on a besoin de travailler avec les patients pour une meilleure compréhension de l'accès adapté. Mon petit exemple concret sur nos cycles, donc je vous mets devant un tableau qu'on appelle un run chart. Il n'y a pas vraiment de bonne expression française pour ça, mais vous voyez ici qu'on a mesuré le 3e rendez-vous. Le 3e rendez-vous, c'est un peu le saint graal de l'accès adapté. Donc, c'est lorsque je suis devant l'agenda d'un professionnel, une journée donnée, habituellement le mardi. Je regarde quelle est la 3e plage horaire disponible pour un rendez-vous. Pourquoi la 3e? Parce que la 1re et la 2e, ça peut être une conséquence d'un rendez-vous qui a été annulé à la dernière minute. Donc, la 3e est assez stable pour représenter si ce professionnel-là est accessible ou non. Donc, on est face à un professionnel ici qu'on a accompagné. On a commencé parce que la stratégie était on avait peu d'évidence sur notre stratégie, donc on a commencé avec un professionnel qu'on a pairé avec une secrétaire pour qu'il y ait une seule personne dans la clinique qui puisse prendre des rendez-vous pour ce professionnel-là.
Donc, vous voyez les données, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez, on a commencé en début janvier avec ce professionnel-là. Donc, il avait un troisième rendez-vous qui était autour de 14 jours et des poussières. Il n'y a pas de norme encore pour le troisième rendez-vous, mais on commence à parler d'une cible de 2 à 3 jours. Donc, on était loin de la cible, il fallait s'améliorer. Début du pairage avec la secrétaire. Et là, ça prend quelques semaines avant qu'on puisse voir les effets parce que souvent, les horaires sont faits 2 à 3 semaines d'avance. Mais vous voyez que entre le 19 janvier et le 26 février, on voit que son troisième rendez-vous s'est nettement amélioré. On est passé à 9 jours. Ensuite, on a eu l'idée, pour améliorer cette stratégie-là, parce qu'on n'avait pas encore atteint notre 2 à 3 jours, de cumuler l'effet d'aller repêcher les patients au sans rendez-vous, parce que ça fait aussi partie de l'accès adapté. Et là, on voit que notre stratégie n'a pas vraiment eu d'effet. Donc, rapidement, on a décidé de mettre en place des plages qui étaient disponibles 48 heures à l'avance. Là, vous voyez une petite baisse, puisque vous ne voyez pas, en fait, c'est les semaines qui ont suivi, jusqu'à tout récemment. Ce professionnel-là est maintenant rendu de manière stable à un troisième rendez-vous, à 2, même 0 jours cette semaine, à chaque semaine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir sa courbe, puis ça vous donne un petit clin d'œil. Alors là, on a l'impression que la stratégie est mature, en fait, pour ce professionnel-là, et on va étendre. Donc, on est rendu là, la semaine prochaine, on va commencer à accompagner 3 nouveaux professionnels qui sont jumelés avec cette secrétaire-là. Les protagonistes, je vous disais tout à l'heure qu'il allait y avoir des acteurs de soutien qui allaient venir dans ma présentation. Donc, les acteurs de soutien, c'est les outils qui sont un peu à mi-chemin entre l'amélioration continue de la qualité et la recherche, mais qui vont nous permettre de gagner en efficience pour soit créer du mouvement, en fait, créer du mouvement entre la Sécu et la recherche. Et quels sont-ils? Vous allez voir, c'est des cousins de la fesse gauche de l'amélioration continue de la qualité. Et on peut à peu près tous les utiliser de manière en aller-retour avec la Sécu pour nous aider justement à se déplacer sur le continuum, sauf peut-être l'implantation puis le transfert de connaissances, j'y reviens. Donc, l'audit and feedback, ça fait partie de l'amélioration continue de la qualité, c'est une étape et justement, ça peut nous aider pour s'assurer que les changements sont maintenus, comprendre les besoins d'amélioration continue de la qualité aussi, donc ça peut constituer une étape de l'amélioration continue de la qualité. Un autre acteurs de soutien, les transformations majeures. Donc, je parle par transformation majeure ou transformation clinique, un changement qui est majeur, irréversible, un nouveau cadre de référence, une nouvelle loi, une nouvelle façon de pratiquer tel ou tel acte, qui nécessite le redesign d'une trajectoire de soins. Donc, à ce moment-là, les processus d'ACQ peuvent nous aider au développement initial de la transformation ou peut-être final, mais ce serait difficile de penser qu'on pourrait utiliser de l'ACQ pour faire un redesign d'une trajectoire à la grandeur de la province. Donc, il faut peut-être faire des allers-retours entre l'ACQ et l'étape de redesign. Et puis, finalement, on voit le troisième acteur de soutien qui est les sciences de l'implantation, le transfert des connaissances. Je les mets dans la même boîte, mais ça peut nous être utile pour évaluer la résistance au changement, mieux comprendre les barrières, les facilitateurs, puis faire état de la situation d'implantation. Mais par contre, l'ACQ serait probablement pas le meilleur véhicule pour faire du transfert de connaissances, par exemple. Donc, je pense à un exemple que je vois souvent, c'est les gens qui essaient on fait un constat que les connaissances par rapport à certaines pratiques ou par rapport à un guide n'ont pas vraiment bien percolé le milieu clinique. Et l'idée de procéder avec une technique d'amélioration continue de la qualité serait peut-être pas le meilleur véhicule ou peut-être pas le véhicule le plus efficace parce que on voit que les cycles vont rapidement. Tu sais, si l'idée, c'est de former les professionnels, c'est probablement une déformation de notre objectif ou un objectif qui est moins bien ciblé par rapport à une perspective d'amélioration continue de la qualité. Donc, parce qu'on va rapidement arriver à une certaine maturation, là, notre stratégie, c'est d'enseigner.
notre stratégie, si on le voit dans un concept d'amélioration continue de la qualité, ça pourrait être de raffiner notre formation, mais on pourrait pas. Donc, à ce moment-là, vous voyez que la stratégie peut s'améliorer, mais former des professionnels, c'est pas en soi un objectif d'amélioration continue de la qualité. J'arrive finalement à notre troisième acteur qui est le système de santé apprenant où justement on va venir voir comment ce continuum-là, donc on a travaillé beaucoup sur le continuum, comment le système de santé apprenant peut venir s'intégrer dans ce continuum-là ou en fait encadrer, chapeauter le continuum d'amélioration continue de qualité et de recherche. Vous voyez ici en fait une version plus structurée. Là, on voit qu'il n'y a pas, par rapport à l'image du début, donc on voit qu'ici, il n'y a pas de perte. Et là, je suis allée avec la définition la plus simple du système de santé apprenant pour les besoins de la présentation. Il y a eu toutes sortes de versions améliorées qui vont aller chercher des petits aspects plus détaillés, mais on y va en gros ici pour les bénéfices de la présentation. Donc, c'est quoi un système de santé apprenant? C'est un système qui va s'étudier puis qui va s'améliorer de manière continue et systématique. Et c'est vraiment au cœur de cette composante-là qu'on va venir asseoir notre continuum amélioration continue de la qualité et recherche dans une perspective de système de santé apprenant. Une petite emphase qu'on n'a pas tant du côté de l'amélioration continue de la qualité, de plus en plus en recherche, mais c'est l'engagement des parties prenantes, que ce soit les patients, les professionnels, les gestionnaires. Donc, ça, c'est très présent dans le système de santé apprenant. Et finalement, le soutien des infrastructures, qui n'était pas très présent encore là en amélioration continue de la qualité. Je vous fais ici une lecture un peu des opportunités en place et à saisir d'une manière très macro. Je vais aller dans la prochaine diapo, la finale, sur un peu des idées ou des réflexions que j'ai. Et à ce niveau-là, je vous inviterai peut-être à consulter, il y a François Lamontagne dans le CMEJ qui, un petit peu avant la pandémie ou au début de la pandémie, a écrit là-dessus. Et il y a Michelle Grever qui, tout récemment, vient de faire un commentaire justement pour voir comment ces réflexions peuvent être reprises pour la première ligne. Donc, une bonne lecture pour cette fin de semaine. Alors, les opportunités en place et à saisir, bien, les structures, elles sont en place présentement au Québec, mais je trouve que malheureusement, ils sont quand même assez imperméables l'une à l'autre. Donc, on n'a pas encore justement intégré ce mouvement-là, je trouve, entre les structures ou entre l'amélioration continue de la qualité et la recherche. L'engagement des patients, de plus en plus présent en recherche, encore malheureusement peut-être pas assez présent en amélioration continue de la qualité. Donc, ça, définitivement, une opportunité à saisir, d'engager les patients et de les engager peut-être différemment. On y reviendra dans mes solutions pratico-pratiques, prochaine diapo. Ensuite, stimuler, multiplier les maillages pour permettre un aller-retour réussi et performant et agile entre l'amélioration continue de qualité et la recherche. Je pense que, je le disais tout à l'heure, je pense que les structures doivent être perméables et on doit les encourager et pas juste. Puis ça, c'est souvent quelque chose en collaboration interprofessionnelle. On dit que de mettre des professionnels ensemble, ça ne crée pas de la collaboration. Ça prend plus que ça. Je pense qu'il faut reproduire ce concept-là ici dans les structures, dans les individus, chez les individus. Ensuite, soutien de la formation équilibrée et rigoureuse. Ce que j'entends par là, malheureusement, je vois poindre de plus en plus un intérêt ou un engouement pour former les gens à l'amélioration continue de la qualité. Je trouve que c'est une superbe idée, mais parfois, ça peut être vu comme une façon rapide de faire de la recherche. Et ça ne devrait pas être le cas. Donc, on devrait justement, oui, former les gens, je pense que c'est vraiment important, mais pouvoir voir venir, donc pouvoir ouvrir, faire un clin d'œil du côté de la recherche pour ne pas que ce pilier-là devienne plus fort que la recherche. Je pense qu'il faut qu'il existe un équilibre entre les deux éventuellement. Et pour ça, il faut que les gens soient formés pour pouvoir être agiles sur le continuum. Puis finalement, malheureusement, nos structures de financement laissent, à mon avis, très peu de place encore pour faire du développement méthodologique. Je peux comprendre qu'un développement méthodologique pour nous aider justement à saisir ou à mieux comprendre les bonnes pratiques
de mouvement entre l'amélioration continue de la qualité et la recherche ne nous donne pas d'impact à court terme sur nos patients, sur notre système, mais peut-être qu'on perpétue des mauvaises pratiques faute d'avoir des connaissances à ce niveau-là. Et finalement, cette semaine, j'assistais à une présentation en clôture de la journée de la recherche à l'Université de Montréal de Gillian Bartlett-Esquilin, qui est la présidente de NAPCRG. Et elle disait, puis ça m'a vraiment frappé, dans un système de santé apprenant, tout le monde doit apprendre. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je vous amène peut-être à réfléchir ici où je vous lance des idées pour rendre ça très concret. Oui, on a des barrières. Oui, les gens ont écrit sur les problèmes qu'on vit à passer de l'amélioration continue de la qualité à la recherche, mais concrètement, à petite et moyenne échelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour stimuler ce continuum-là dans vos réseaux? Et comment, justement, tout le monde doit apprendre peut devenir un indicateur de performance de notre système de santé apprenant. Donc, dans un premier temps, stimuler la collaboration, le réseautage. Je pense que l'exemple du projet que je vous ai présenté, là, accès adapté interprofessionnel, je pense que c'est un bel exemple de maillage où est-ce qu'on a su, de un, réunir les forces de 2 chercheurs et descendre dans les milieux. Donc, pas avoir peur d'aller se rouler les manches et remonter les manches, et faire de l'amélioration continue sur le terrain pour s'imprégner des problématiques qu'on vivait. Et pouvoir ensuite le faire remonter à un niveau où on va pouvoir faire émerger des connaissances sur l'accompagnement. Je pense, entre autres, aussi que la collaboration devrait être beaucoup plus efficace entre les GMF, les GMFU, les rappels, puis les directions de la recherche des départements de médecine de famille, médecine d'urgence. Je parle en connaissance de cause, ça fait 4 mois que j'ai ce chapeau-là. Mais il faut trouver des moyens justement d'incarner ce continuum-là. Ça pourrait être peut-être avec l'ajout de stages, de shadowing ou même de projets de recherche d'étudiants à la maîtrise, au doctorat dans les cliniques, donc dans les GMFU, puis fait à partir d'un projet d'amélioration continue de la qualité. Récemment, j'ai eu à trouver des exemples d'amélioration continue de la qualité qui se sont transformés en recherche, puis on a fait le tour quand même de plusieurs réseaux et on n'a pas croulé sous les exemples. Donc ça, ce serait un beau moyen de remettre ou de passer le flambeau, de collaborer avec des gens, des futurs chercheurs en première ligne. Ensuite, je pense à des systèmes de marrainage, parrainage de chercheurs par rapport à des cliniques pour tisser des liens de confiance, puis pas juste être interpellé l'avant-veille d'une demande de réseau 1, mais pour vraiment s'immerger des pratiques de l'un et de l'autre, démocratiser peut-être la recherche, puis que nous, les chercheurs, on baigne dans les problématiques qui sont vécues dans les cliniques. Puis, de garder toujours en tête que l'idée, c'est pas d'instrumentaliser l'autre, mais de vraiment en arriver à une collaboration qui est saine puis équitable. Puis justement, pour nous permettre de voir venir les prochains coups, pour devenir de bons joueurs d'échecs sur le continuum ACQ recherche. Je pense aussi à des initiatives, je vois ça souvent dans les milieux spécialisés ou dans les conférences de médecine spécialisée, des présentations grab and steal. Donc, les gens viennent présenter des projets, ça pourrait être des projets d'amélioration continue de la qualité qui sont arrivés à une certaine maturité et des gens de d'autres milieux peuvent venir prendre cette idée-là, l'implanter dans leur milieu ou des chercheurs pourraient s'en inspirer pour développer des projets de recherche. Donc, ça pourrait être une belle initiative. En fait, l'idée, c'est d'éviter le plus possible de reproduire nos structures en silo. Donc, de travailler plus efficacement ensemble sur le continuum. Par la suite, bon, planifier, j'en ai parlé. Un autre conseil, être patient. La recherche, c'est long. L'amélioration continue de la qualité, ça peut être long aussi avant qu'on arrive à une stratégie qui est robuste puis qui arrive au changement. Puis avant que le changement devienne périn, ben, il faut être patient. Finalement, documenter méticuleusement ce qu'on fait. Donc, en recherche, je pense que c'est une déformation professionnelle. En ACQ, de tenir compte de tous nos essais, erreurs, ça peut être vraiment payant à long terme.
Puis je pense que dans une vision provinciale, nationale, ce serait vraiment intéressant de se doter d'un réseau, d'une structure qui pourrait justement tenir compte des activités d'amélioration continue de la qualité, des échecs, des succès, pour permettre la percolation des informations aux autres systèmes, puis aussi que les chercheurs puissent puiser à même cette structure-là. Petit clin d'œil, si jamais vous voulez justement publier des activités d'amélioration continue de la qualité sous le couvert d'un projet de recherche ou pas, ce serait peut-être intéressant d'aller justement pour documenter méticuleusement ce qu'on fait, de penser à utiliser le Squire. Je ne fais pas de la publicité ici, je ne connais même pas ces gens-là, mais je pense qu'ils ont vraiment développé une bonne structure là, pour publier des résultats d'amélioration continue de la qualité. Ça met fin à ma présentation. Je te retourne la parole, Maxime. Rebonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était excessivement intéressant. J'ai beaucoup apprécié les images, les exemples, les mises en contexte. C'était extrêmement intéressant de voir tous ces concepts-là mis en contexte et un petit peu plus réels. C'était vraiment super intéressant. Puis avant de passer à la période de questions, je vais vous rappeler, donc rappeler aux participants que vous pouvez toujours poser des questions dans la boîte de questions écrite et vous pouvez également lever la main pour poser des questions. Puis, comme le temps file rapidement, je veux juste souligner très rapidement avec vous qu'on va avoir la journée de la recherche du réseau 1, la journée annuelle de la recherche du réseau 1, le 18 juin, mais que en ce moment, on est encore les concours, voyons, on reçoit encore les communications, excusez-moi, je bafouille un peu, donc par affiche jusqu'à dimanche. Donc, on vous invite à envoyer vos présentations si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, je passe à la période de questions. Je vais commencer avec une première question qui peut paraître peut-être simple, mais je trouvais quand même ça intéressant. Est-ce qu'on a une idée approximative en ACQ du nombre de cycles que ça peut prendre? Donc, de façon moyenne, médiane, tu sais, ça pourrait ressembler à quoi habituellement? Bien, j'ai cherché cette information-là parce que dans ma certification de coach à HI, on nous disait que ça prend à peu près 5 à 6 cycles. Mais j'ai jamais trouvé cette donnée probante-là dans les écrits. Donc, ça serait vraiment intéressant de le tester. Puis, justement, dans l'idée de la structure que je disais qu'on devait se doter, ça pourrait être un élément qui nous aiderait justement à avoir une idée en fonction de la complexité. Ça peut prendre combien de cycles, puis en fonction de quoi les cycles vont s'étirer ou pas. Qu'est-ce qui peut favoriser qu'on va atteindre plus rapidement une maturité de la stratégie? Là. Parfait. Merci beaucoup. On a une question qui est peut-être plus orientée chercheur, mais un temps double, fait que je vais me permettre. C'est quoi la différence si on développe donc un projet de recherche ACQ pour obtenir l'approbation éthique? Est-ce que le processus éthique est différent? Comment ça marche pour s'assurer que ça fonctionne bien? Quelqu'un, un chercheur qui veut faire un projet comme celui-là, à quoi il faut qu'il s'attende? Y a-t-il des choses à faire attention? C'est une super de bonne question. Puis oui, elle est chercheur, mais je pense qu'elle peut être clinicien aussi parce que parfois les gens vont vouloir faire une activité d'amélioration continue de la qualité, puis par la suite vont dire hey, c'est une bonne idée, je devrais le publier. Donc, qu'est-ce qui peut nous amener à ça? L'idée est de prévoir les coûts. Hein? Si on pense que on va se transformer en projet de recherche, il est peut-être bon d'aller chercher l'approbation éthique avant parce que pour la plupart des comités d'éthique, l'approbation éthique n'est pas nécessaire si on ne fait que de l'amélioration continue de la qualité sans intention de publication. À partir du moment où il y a une intention de publication, c'est là où, même si on est en amélioration continue de la qualité, on doit aller chercher notre approbation éthique.
Il y a un outil, puis je pourrais le partager à Réseau 1, mais il y a un outil, un checklist, en fait, qui nous permet de voir si on est plus sur amélioration continue de la qualité et donc si on devrait aller chercher de l'éthique ou recherche, qui est par le même groupe là, de chercheurs qui a écrit le Squire. Mais donc, c'est ça. Alors, l'idée, je pense que si on est en train de faire de l'amélioration continue de la qualité, puis qu'on se dit qu'on veut éventuellement migrer vers quelque chose de recherche, bien, c'est peut-être bon de prévoir justement l'approbation éthique avant de commencer le projet. Sinon, la démarche est la même là, que soumettre un projet de recherche au comité d'éthique avec notre méthode qui est nos cycles PDCA. Parfait. Il y a eu quelques questions. je vais me démêler dans les plusieurs questions, mais je vais revenir à, je pense que c'est intéressant. Ça a été peut-être survolé, le système de santé apprenant, surtout pour son intégration avec l'ACQ, puis où ça se positionnerait. Il y a une question pour une élaboration un peu plus sur le système de santé apprenant, mais que souvent on utilise les données. Donc, on veut avoir des données pour pouvoir faire des modifications ou pour pouvoir améliorer les processus en place. Comment on va chercher les données clinico-administratives et comment on peut les utiliser dans un processus comme celui-là? Donc, je pense que la question est aussi pertinente pour la Sécu que pour le système de santé apprenant. Donc, l'utilisation des données clinico-administratives, comment on peut les intégrer dans les processus? Oui, ben je pense que c'est un défi présentement. On le sait, l'accès aux données au Québec, là, c'est pas simple. Par contre, je pense qu'il faut pas se limiter à dire l'accès aux données, c'est difficile, donc je ne me donnerai pas à une activité d'amélioration continue de la qualité. Je crois qu'au point de vue, du point de vue local, donc je pense en unité GMF, il y a de plus en plus d'ACQ qui se forment pour aller extraire les données dans les DME. Bon, la qualité des données ça reste parfois un défi là, ou en tout cas une limite. Mais je pense que justement, plus on va aller vers un DME commun ou une façon commune ou simple de pouvoir extraire les données, je pense que ça va faciliter la chose. Mais mon message aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se limiter. Puis j'écoutais une entrevue de Friedman, là, qui est le grand penseur du système de santé apprenant, qui a donné à l'unité soutien de l'Alberta, puis il disait lui-même, notre plus grand défi, c'est de terminer nos cycles. Donc, de s'assurer que l'information, que ce qu'on apprend, justement, ça boucle dans notre système, puis il faut arrêter de se limiter aux structures technologiques. Donc, il faut penser outside the box pour pouvoir se permettre de créer ce système-là en attendant que des personnes expertes dans le domaine vont pouvoir régler le problème. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait. Je pense que oui. Est-ce que vous auriez un exemple de outside the box? Ça ressemblerait à quoi un exemple qui serait hors de ce qu'on a habituellement? Tu sais, c'est pas tant outside the box, mais c'est juste de prendre conscience qu'en amélioration continue de la qualité, souvent, ce qu'on vise, c'est 8 à 10 indicateurs maximum pour mesurer le changement. 8 à 10 indicateurs, là, que ce soit quotidien ou hebdomadaire, là, ça peut être collecté autrement que via une grosse structure. Puis, supposons qu'il y a plusieurs cycles, ça peut quand même rester de taille humaine là, pour être collecté. Alors, c'est pas parce que vous pouvez pas extraire facilement vos données du DME. Souvent, c'est parce qu'on s'engage, je pense, dans des activités qui sont beaucoup trop lourdes, puis avec des indicateurs qui sont beaucoup trop complexes pour pouvoir prendre connaissance du changement. Donc, des fois, il faut peut-être repenser un peu nos indicateurs plutôt que d'essayer de trouver une solution pour extraire des bases de données. Parfait. J'ai une dernière question courte de l'auditoire, puis après ça, on va se permettre un dernier commentaire, réflexion pour terminer. Il y a eu une question hyper pertinente. Donc, dans la mouvance vers le système de santé apprenant,
est-ce que vous croyez que ces initiatives-là doivent être donc top-down, donc devenir des dirigeants de l'organisation vers le plancher, ou plutôt le contraire? Puis comment on pourrait effectuer quelque chose qui serait intéressant? Donc, comment on informe le système de santé apprenant si on est en bas ou si on est en haut, finalement? Bien, je pense que faut pas penser de manière dichotomique. Donc, c'est pas top-down ou bottom-up. Je pense qu'il faut, de un, voir où est-ce que le changement doit être fait, puis d'impliquer les acteurs qui ont les deux mains dedans. Donc, au départ, puis après ça, tu sais, en amélioration continue de la qualité, on commence à la plus petite échelle. Donc, si on commence, si la stratégie qu'on veut mettre en place, dépendamment, c'est ça, du niveau de conviction, de résistance, etc., il faut vraiment le voir, puis saisir l'opportunité là où elle se trouve, il est où le problème, puis impliquer les acteurs du terrain d'abord et avant tout, travailler cette stratégie-là et la faire remonter, puis pouvoir voir d'avance, donc pouvoir impliquer des décideurs, mais que tout le monde a un rôle équitable à jouer là-dedans. Je pense que le bottom-up n'est pas meilleur que le top-down. La solution, je pense qu'elle se situe davantage à travailler avec les acteurs du terrain. Parfait. C'est surtout un problème contextuel, d'être capable de l'identifier. L'endroit où il est, c'est qui les acteurs qui pourraient être pertinents pour participer à ça. Parfait. Oui, parce que ce qu'on voit là, c'est que le top-down, si on a de la résistance sur le terrain, ça ne va pas aider notre cause. Donc, puis parfois, il peut y avoir des incompréhensions de part et d'autre. Donc, puis le bottom-up, ben parfois, justement, sans l'influence de certains décideurs ou sans les réflexions de certains décideurs, bien, on ne pourra pas, à un moment donné, on va être bloqué un peu dans notre progression ou dans notre mise à l'échelle. Donc, de là, l'importance de ne pas travailler trop d'un côté ou de l'autre. Parfait. Merci beaucoup. C'était vraiment super concret comme réponse. Fait que c'est vraiment super intéressant. Je me permets de terminer le webinaire de ce midi en vous demandant un peu comment vous voyez le rôle d'une organisation comme le Réseau 1 qui rallie un peu des acteurs justement de la recherche et des acteurs cliniques dans la Sécu, dans le système de santé apprenant. Comment on pourrait mettre on a fini avec des belles solutions, des stratégies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, là, un organisme comme ça? Mais je pense que le réseau 1 peut travailler, peut être un agent de motivation pour rassembler, parce que le réseau 1 est un peu à l'interface des directions de médecine de famille, médecine d'urgence et des cliniques. Donc, de jouer un rôle justement d'entremetteur, d'aider de part et d'autre les acteurs à travailler ensemble. Et puis, pas juste de penser justement, comme je disais tout à l'heure, à les réunir, mais comment on peut les faire travailler ensemble. Puis, tu sais, je pensais justement, puis je pense que les femmes au réseau 1, on les connaît, là, il faut aller chercher un clinicien et un chercheur pour obtenir les projets. Peut-être qu'il pourrait y avoir un projet par année que ce soit, oui, un clinicien, un chercheur, mais qu'on parte d'un projet de recherche puis qu'on essaie de descendre ça en ACQ ou de faire remonter de l'ACQ vers la recherche. Donc, peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus précis ou aller pousser un peu plus loin, en fait, cette démarche-là, puis nous amener justement à entrer en relation. Donc, de poser des gestes plus concrets pour rassembler les deux types d'acteurs, je dirais, là, de soutenir aussi les initiatives qui permettent de faire ça. Puis je pense qu'il y a eu de très beaux efforts de fait, puis justement, pourquoi pas ne pas continuer sur cette lancée-là. Parfait, merci beaucoup. Ça conclut, je trouve, de très belle façon notre échange aujourd'hui. Merci pour j'ai juste le mot en anglais, pour les insights, là, un peu dans ces processus-là, comment on y participe. C'est quoi aussi les pistes de solutions pour l'avenir, surtout on en entend de plus en plus parler du système de santé apprenant. Donc, ça va être quoi la position de chacun des acteurs? Je pense que ça nous a permis une belle réflexion et un intérêt pour développer des stratégies.
Je tiens à vous remercier au nom des participants aujourd'hui, mais également au nom du Réseau 1 pour votre présentation aujourd'hui. Et je veux inviter tout le monde qui est présent aujourd'hui à notre prochain webinaire qui va être le 14 mai de midi à 13h par Yves Couturier et Maude-Émilie Pépin sur l'intégration des travailleuses sociales en GMF. Au plaisir de vous voir en mai pour notre prochain webinaire ou en juin pour notre journée de la recherche. Merci tout le monde. Merci, au revoir.